Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant au cœur des tensions internationales. Pourquoi Donald Trump veut-il interdire à la Russie de vendre son pétrole? Quelles seraient les conséquences d'une telle décision sur l'économie mondiale, sur l'Europe et sur les pays du Sud? Pour en parler, nous recevons notre cher ami Anas Abdoun, analyste et observateur des dynamiques géopolitiques. Monsieur Abdou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, toujours un plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec vous par ce contexte général. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte Donald Trump a évoqué cette interdiction du pétrole russe? Quelles sont, selon vous, les vraies motivations derrière cette position? Et est-ce qu'une décision purement économique, politique ou stratégique? Oui, alors merci pour les questions, mais c'est vrai que globalement, l'intervention de Donald Trump en a surpris plus d'un, comme souvent. Il faisait référence aux pays qui continuaient, dit-il, à importer des hydrocarbures russes. Alors, hydrocarbures russes, ça peut être soit du gaz, soit du pétrole, ou même les produits raffinés, donc les différents carburants qui ont été raffinés ou en Russie ou ailleurs. Et il visait particulièrement l'Inde. Il faut savoir que l'Inde est devenue, au cours des dernières années, un des plus grands pays importateurs de brut russe, parce que l'Inde a de grandes raffineries, a de grands besoins pour son économie et son industrie de carburant à bas coût. Et la Russie est devenue une opportunité stratégique ces derniers temps. À titre d'exemple, on a à peu près, avant la guerre en Ukraine, le brut russe comptait pour à peu près à 1,5% du total de ses importations, tandis que maintenant représente à peu près entre 37 et 40%. Et donc on voit bien que là, il y a eu un shift qui était important. Et en réalité, c'est ça le cœur du sujet. C'est qu'après le début de la guerre en Ukraine, il y a eu, on le dit souvent, une reconfiguration géopolitique des blocs, mais la plus grande des reconfigurations, c'est celle des routes commerciales de l'énergie. Et là, il y a eu un impact vraiment considérable. Il faut bien comprendre qu'avant le début de la guerre, la totalité ou quasi la totalité des exportations russes étaient dirigées vers l'Europe et l'Union européenne, qui était en réalité un marché naturel parce que la Russie était un grand pays producteur. Les Européens, mis à part la Norvège, étaient quasiment importateurs nets d'énergie. Et donc, il était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable, beaucoup plus stratégique que d'avoir un partenariat à long terme avec la Russie, que ce soit au niveau du gaz naturel ou même des produits raffinés. Et puis, les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, eux, donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, donc tous ces pays du Golfe qui sont non seulement producteurs du brut, mais également producteurs de produits raffinés. Ils ont parmi les raffineries les plus modernes du monde. Et bien, quant à eux, exportaient davantage en Asie, notamment avec la Chine et l'Inde. D'ailleurs, l'Inde apportait la majorité de ses besoins des pays du Golfe. Et donc, ce que l'on a vu, en fait, c'est une reconfiguration complète du marché sur sanctions américaines, du G7 et de la Commission européenne, où l'on a vu effectivement les Européens se priver eux-mêmes de la source principale de leur compétitivité, qui était en fait l'énergie russe, au détriment parfois de leurs intérêts économiques. Et là, on voyait un petit peu le jeu de la pression américaine. Ce qui est le plus marquant, c'est effectivement l'industrie allemande, qui est une industrie qui tourne beaucoup autour notamment de la chimie, de la métallurgie. Et donc, dans l'industrie allemande, dans le modèle de l'industrie allemande, il faut savoir que c'est une économie extrêmement compétitive où la main-d'œuvre locale coûte extrêmement cher, l'imposition est à peu près similaire à ce qu'il y a dans l'Union européenne, et donc là, le degré de compétitivité venait sur le coût de l'énergie. L'énergie importée notamment gaz naturel russe était beaucoup moins chère et donc permettait effectivement au modèle industriel allemand de fonctionner. À partir du moment où les Allemands se sont vus obligés ou se sont sentis obligés, je dirais, de se distancier du gaz naturel russe, eh bien, l'impact, on l'a vu immédiatement. Ils sont passés d'un excédent commercial à dépassant les 100 milliards de dollars pour un pays de l'Union européenne, quand même, ce qui est quand même considérable. C'est une puissance exportatrice considérable, l'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont pour la deuxième année en récession économique, uniquement sur cette variable-là de l'énergie. Et donc, on se pose aussi la question, quelle est la part de sanctions politiques et quelle est la part de guerre économique? Parce qu'effectivement, au moment même
où les Russes se retiraient du marché, je dirais, européen, notamment sur le gaz naturel. Il faut savoir, très de courte parenthèse, le gaz, c'est l'élément le plus important et le plus efficient pour faire fonctionner l'industrie. C'est l'énergie la plus compétitive. Et le gaz, il y a deux moyens de l'acheminer, soit par gazoduc, et ça coûte moins cher, et c'est ce qu'avait fait la Russie avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et les autres pipelines qui passaient notamment par l'Ukraine d'ailleurs, ou soit par ce qu'on appelle méthanier, c'est-à-dire on liquéfie le gaz naturel, on le met sur méthanier, on le remet sur des processus de regasification. C'est très cher, c'est très compliqué. Et donc, quand les Russes se sont retirés du marché, on les a retirés du marché européen, les grands gagnants sur la guerre énergétique, je vous le mets dans le mille, c'est les Américains. C'est-à-dire que les Américains, avant la guerre avec l'Ukraine et maintenant, ils ont multiplié leurs exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe de 300%. C'est plus 300% l'export de gaz naturel liquéfié des États-Unis vers l'Europe. Et ça a eu un double avantage économique. Le premier, c'est qu'en fait, vous enlevez un compétiteur sur le domaine de l'énergie, qui était la Russie, et vous acheminez vos produits vers l'Union européenne, donc un débouché commercial. Et puis un deuxième point, c'est que les industries allemandes, notamment sur la haute technologie, qui concurrençaient les industries américaines, n'étaient plus compétitives. Et donc ces mêmes industries, notamment dans la chimie, la pétrochimie, ont délocalisé aux États-Unis, notamment BASF Chemical, qui est un grand groupe allemand, mais qui, au regard du coût de l'énergie, dit « moi, c'est pas rentable ». Et donc, il a dû déménager aux États-Unis, là où le coût de l'énergie est rentable. Et donc, il y a eu une guerre sur le marché de l'énergie et une autre sur l'industrie. L'autre reconfiguration que l'on a vue, effectivement, c'est que la Russie, forcée de se retirer du marché européen, a dû effectivement trouver des alternatives, et les alternatives se sont faites essentiellement en Asie et au Moyen-Orient, et aussi effectivement un certain nombre de pays d'Afrique du Nord. Le Maroc, par exemple, est un pays extrêmement dépendant de l'énergie, donc préférait effectivement amener des produits raffinés russes qui étaient moins chers et compatibles aux spécifications de carburant marocaines. Mais le grand tournant, effectivement, c'est la Chine. Il faut savoir qu'il y a eu un projet, un mémorandum d'entente qui a été signé en septembre entre la Russie et la Chine pour la constitution effectivement d'un gazoduc qui permet effectivement d'acheminer à peu près 50 milliards de mètres cubes. Alors, c'était pas à peu près les 180 qu'on envoie en Europe, mais c'est tout de même considérable pour un seul client. 50 milliards de mètres cubes vers la Chine. Et on voit bien qu'il y a un échange commercial de plus en plus important. Les Chinois et les Russes étaient des partenaires avant la guerre en Ukraine stratégiques sur le plan politique, sur le plan diplomatique, pas vraiment encore sur le plan économique et sur le plan commercial. Or là, la plupart des importations qui sont sous sanction au niveau de la Russie, l'exemple le plus probant, par exemple, c'est l'automobile. Les Russes étaient friands de l'industrie automobile allemande et de l'industrie automobile européenne. Maintenant, sous sanction, ils sont obligés d'importer le 60 ou 65% maintenant du parc automobile neuf qui est proposé à la vente sont des marques chinoises. Et donc, en même temps, on augmente nos importations de biens et de services de la part venant de Chine pour contrer effectivement ces sanctions européennes. Et de l'autre, les exportations qu'on envoyait vers l'Europe, on l'envoie vers la Chine. Donc, il y a une vraie stratégie commerciale. Et puis, l'autre point sur cette reconfiguration un petit peu de la route commerciale, c'est les pays du Golfe et l'Inde. L'Inde, comme je le disais, est passée donc de 1 à 40% des importations. On parle aujourd'hui d'à peu près 1,5, 1,6 million de barils par jour que l'Inde importe pour faire fonctionner ses raffineries. Et puis l'autre point le plus important, c'est les pays du Golfe qui, eux, étaient déjà producteurs de pétrole, étaient déjà producteurs de carburant. Donc pourquoi importaient-ils de la marchandise russe? Eh bien, en fait, ils regardaient un petit peu les textes de sanctions de la Commission européenne. Et donc, les produits russes étaient interdits, mais le blending des produits russes était autorisé. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que leur propre, consommation, ils la mettaient donc à l'interne, comme ça c'était beaucoup plus rentable, et l'exportation, donc ils importaient des produits russes, les mélangeaient avec des petites quantités de produits locaux et étaient estampillés par exemple saoudiens, émiratis ou bahreïnis, alors que 80-90% du produit était russe et on les renvoyait à l'Union européenne, sachant qu'on les achetait moins cher. Il y a eu une décote un petit peu des produits russes de 12 à 13 dollars, donc on le ramenait en décote, on le mélangeait avec des produits locaux et on réexportait. Ce qui a permis aux pays du Golfe d'élargir considérablement l'assiette d'exportation. C'est comme d'un coup, ils avaient découvert des nouveaux champs d'exploitation. Et donc, les pays du Golfe se sont beaucoup enrichis sur cette crise-là.
notamment le Qatar, parce qu'avec la crise du gaz naturel, ils ont été aussi ceux qui ont exporté beaucoup de gaz naturel liquéfié, et aussi les Émirats arabes unis et les Saoudiens qui ont joué le blending. Les Émirats arabes unis sur 2 points. Donc Abu Dhabi, c'est là où le pétrole et les produits pétroliers opèrent aux Émirats arabes unis. Donc là, c'était vraiment sur le trading, le blending, l'import et l'export pur. Et Dubaï est devenu le centre je ne vais pas dire de blanchiment parce que c'est pas illégal, mais en fait, c'est toute la partie de négoce et de shadowing, c'est-à-dire effectivement faire passer un produit noir en produit gris, faire des sociétés écrans, toute cette procédure financière pour masquer effectivement les produits russes, aujourd'hui s'opère à Dubaï. Et d'ailleurs, on a vu la population russe à Dubaï avant et après la guerre faire x6 ou x7. Et donc, cette reconfiguration du marché de l'énergie a eu un vrai impact sur, je dirais, sur la reconfiguration globale, non seulement géopolitique et au niveau de la guerre économique entre les États-Unis et la Russie sur l'énergie, mais aussi au niveau des marchés, de la reconfiguration des marchés commerciaux. Et donc là se pose effectivement un dilemme, un vrai dilemme au sein des camps conservateurs, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en mettant en place ces sanctions, on n'avait pas l'effet suivi que l'on a connu avant. Il faut se remémorer que 20 ans ou 30 ans en arrière, quand les Américains émettaient des sanctions, tout le monde suivait. Au premier rang duquel, d'ailleurs, les pays du Golfe, qui n'ont jamais voulu véritablement s'aligner contre les intérêts américains. Là, on a vu effectivement les pays du Golfe jouer un peu plus la carte de leur intérêt économique premier, jouer avec la zone grise, dire on va accepter les sanctions, puis derrière, effectivement, continuer à marketer des produits russes. On a vu de grands pays, l'Indonésie qui est importateur net d'énergie devenu d'un coup exportateur. Donc si d'un coup vous devenez exportateur et vous n'avez pas découvert de gisement, c'est qu'ils importaient aussi des produits russes et les réexportaient notamment vers la Chine. Mais le vrai dilemme d'ailleurs, c'est de se dire, à partir du moment où on a mis une pression à la baisse sur les produits russes aujourd'hui objectivement se vendent moins que les autres produits pétroliers. Donc je disais une décote à peu près de 12 à 13 dollars selon les cours. Eh bien, le premier qui en profite, c'est l'ennemi stratégique par excellence, c'est la Chine. Or, on le disait dans l'émission précédente, si la Chine avait un avantage au niveau des métaux rares, au niveau de l'approvisionnement en hydrocarbures, c'était les États-Unis qui avaient l'avantage parce qu'ils avaient une production de gaz et du pétrole locale, alors que la Chine devait l'importer au prix fort. Or là, avec les nouveaux projets de gazoduc, avec le nouveau rapprochement avec la Russie et la décote des produits russes, la Chine, en fait, en profite sur sa balance commerciale et sur la compétitivité de son industrie. Ensuite vient la question je dirais, de l'efficacité de ces sanctions sur la Russie qu'il faut quand même, je dirais, relativiser. Parce que la Russie a su habilement… Oui, Préparer ma deuxième question concernant, oui, oui. disons, géopolitique et économique. J'aimerais bien avoir l'analyse des faits mondiaux possibles, les conséquences économiques d'une telle interdiction pour la Russie, pour les États-Unis, pour les marchés mondiaux de pétrole. L'Europe, déjà dépendante de l'énergie russe, retrouve-t-elle en première ligne l'impact? Oui. Alors, l'impact, en réalité, il est triple. Vous avez l'impact pour les États-Unis, l'impact pour l'Union européenne et l'impact pour la Russie, grosso modo. Il faut savoir que le plus grand perdant de cette opération entre la sanction et la reconfiguration du marché, le plus grand perdant, ce n'est pas la Russie, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, à partir du moment où elle est obligée d'importer de l'énergie qui coûte beaucoup plus cher, comme je le disais, les Allemands, par exemple, ont remplacé le gaz russe naturel par le GNL américain. Le GNL américain coûte 4 fois plus cher que le gaz naturel russe. Et c'est vrai pour l'ensemble, je dirais, de l'Union européenne, parce qu'il y a un coût. L'énergie, c'est pas simplement les gens qui se chauffent. Évidemment, c'est cela, et donc ça demande un coût pour les ménages européens dans les pics d'hiver, bien sûr, mais c'est aussi un élément liminaire de la compétitivité industrielle. Il n'y a pas d'économie véritablement. L'Italie, par exemple, l'Allemagne, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est sont encore extrêmement dépendants sur le facteur industriel. Même des pays qui sont très financiarisés, comme le Royaume-Uni, sont extrêmement dépendants sur le volet énergétique. Et donc, la fluctuation des cours naturels avait déjà un impact considérable. Là, en plus, à partir du moment où on a voulu sanctionner les produits russes qui, en fait, étaient les plus compétitifs dans un environnement géographique direct, eh bien, le coût économique est considérable. Parce que ce qu'a cherché à faire la Commission européenne, c'est de dire on va sanctionner
la Russie, mais c'est pas grave, on va trouver des alternatives. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que très rapidement, des alternatives, eh bien, il n'en a pas des masses. Au niveau du gaz, par exemple, il faut savoir que la Norvège était déjà en capacité de production maximale et donc ne pouvait pas effectivement débloquer d'autres marchés internes à l'Union européenne. Ils ont ensuite cherché du côté de l'Algérie, ils se sont rendus compte qu'en fait, le coût de production de l'Algérie, en fait, qui vient de Ras El Mel, qui est encore le principal gisement gazier du pays, eh bien, était plutôt déclinant depuis 2015, depuis 2016. Il y a des petites, je dirais, ajustements, mais en fait, la part d'exportation, elle décline parce que la part de consommation à l'interne en Algérie augmente, parce qu'il y a une croissance économique et croissance démographique. Tandis qu'elle, la production stagne. Et donc, mécaniquement, la part à l'export que vous avez à mettre est moins importante. Il y a eu ensuite l'idée de chercher des alternatives au niveau de l'Azerbaïdjan. Et là, c'est tout à fait intéressant parce que vous me posez la question des conséquences géopolitiques. Les conséquences géopolitiques sont extrêmement claires. L'Azerbaïdjan s'est engagé à doubler ses exportations de gaz naturel je dirais, vers l'Union européenne. Mais il y a déjà, bon, c'est pas des volumes qui sont extrêmement importants, donc vous réglez pas le problème. Mais deux conséquences géopolitiques directes, c'est que la première, la Turquie, avec laquelle l'Union européenne avait des relations un petit peu conflictuelles, est aujourd'hui devenue un élément central. La Turquie aujourd'hui ne tient pas l'Union européenne par le chantage aux migrants, parce que maintenant la question syrienne est plus ou moins réglée. Le vrai point, c'est que la Turquie est en train de devenir le carrefour énergétique de l'Union européenne que l'Ukraine n'est plus. Parce que vous avez l'ensemble des projets de gazoducs, ceux de la Méditerranée orientale, ceux de l'Azerbaïdjan, le Trans-Saharan Gas Pipeline, le Trans-Anatolia Gas Pipeline, ceux qui viennent de Russie, tout passe par la Turquie. Donc vous êtes obligé de vous aligner sur les positions turques, ce qui ne vous plaisait pas auparavant. La deuxième conséquence géopolitique, c'est qu'on a vu tout de suite Bakou avoir les mains beaucoup plus libres sur ses interventions militaires au niveau du Haut-Karabakh et de l'Arménie, et l'Union européenne a fait preuve d'un silence de plomb parce qu'elle était dépendante d'un petit pays qui était l'Azerbaïdjan. On s'entend petit pays par rapport au poids démographique économique de la Commission européenne à son ensemble. Donc ça, c'était la considération géopolitique première. Les grands gagnants, ça n'est pas donc les Européens non plus, effectivement, étant les grands perdants, ce sont les États-Unis qui ont effectivement eu un gain au niveau de l'export de GNL, j'ai plus 300% au niveau de l'Union européenne, et en même temps, ils ont su siphonner un certain nombre de tissus industriels, notamment l'industrie lourde européenne, parce qu'au moment où ils imposaient, où ils mettaient la pression sur les sanctions contre les produits russes, au moment où le fameux Nord Stream 2 a explosé en pleine mer, on ne sait pas d'où ça vient, eh bien les États-Unis mettaient le Reduction Inflation Act. En fait, ce qui est un projet de loi qui n'a rien à voir avec l'inflation, c'est un projet de loi de dumping économique pour attirer le tissu industriel européen, et ça a très bien fonctionné. Quant à la Russie, là, il y a un vrai débat. Alors effectivement, de dire que la Russie n'a pas du tout été impactée, s'en sort très bien, etc., naturellement, c'est faux. Dire que la Russie est à genoux économiquement est tout aussi faux. La Russie a été impactée, mais pas dans je dirais les premiers mois ou les premières années des sanctions après la guerre, pour une raison extrêmement simple. Il faut comprendre que la Russie avait développé déjà à peu près entre 900 et 1200 flottes fantômes. Et donc, c'était très, très difficile, effectivement, de tenter d'intercepter ou de bloquer la logistique d'exportation et de flux énergétiques entre la Russie et le reste du monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au début de 2022 et 2023, les cours du pétrole étaient quand même hauts. Et quand vous avez une économie qui est sur les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, comme c'est le cas de la Russie, vous êtes habitué à des fluctuations. Donc effectivement, à partir du moment où on avait un prix du baril de Brent à peu près qui oscille entre 85 et 86 $, vous le vendiez à peu près à 78, 79, ce qui était moins que la plupart des autres pays, du Golfe et les autres pays producteurs-exportateurs. Mais à 79 $, je veux dire, vous avez déjà connu ça. C'est comme si en fait les cours avaient redescendu et donc vous n'avez pas le ressenti. Quand on lit dans la presse, il y a un manque à gagner, par rapport à des prix de cours qui sont très élevés, mais au final, 79 $, c'est pas très choquant. À titre d'indicatif, pour que tout le monde comprenne, à 25 $ le baril, la Russie est rentable. Bien sûr, vous avez un budget qui est calé sur je dirais, des considérations beaucoup plus importantes, mais je veux dire, la rentabilité pure de la production, c'est 20-25 $, donc on a de la marge. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on regarde de la décote, on perd à peu près, alors il y a différentes analyses qui se contredisent, mais je schématise,
entre 20 et 30% des revenus d'hydrocarbures. Sachant que ce n'est pas 20 ou 30% des revenus russes, c'est 20 ou 30% des revenus d'hydrocarbures qui oscillent entre 35 et 40%, dépendamment des cours du pétrole et du Brent et du WTI. Et donc finalement, on est quand même dans une logique qui est relativement acceptable. Ça porte un manque à gagner, oui, mais on n'est pas dans un coût économique qui va complètement, je voulais, paralyser la Russie, d'autant que la Russie n'exporte pas que du gaz et du pétrole et des produits raffinés, c'est des grands producteurs de métaux, le cuivre, l'aluminium, c'est des grands exportateurs de céréales, et donc ça c'est tellement stratégique pour la demande mondiale que les Américains n'ont pas voulu sanctionner sur ce point-là. Et donc on se retrouve finalement dans une logique où on n'a pas vu effectivement l'impact escompté, c'est-à-dire effectivement l'idée d'une pression qui serait tellement importante qu'on verrait l'effondrement de l'économie russe. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Même avec un manque à gagner, on a une Russie qui arrive, c'est-à-dire sur le manque à gagner qui en fait, c'est encore très acceptable pour la configuration macroéconomique de la Russie, premièrement. Deuxièmement, on est dans un certain nombre de partenariats internationaux qui ne veulent pas jouer le jeu, que ce soit au niveau des pays du Golfe ou que ce soit de l'Inde. C'est-à-dire, Trump d'ailleurs avait déclaré que l'Inde voulait bien maintenant arrêter l'importation de produits russes. Ça a été tout de suite contredit par le ministre, je crois que c'était le ministre de l'énergie, je ne suis pas sûr, mais en tout cas un ministre du gouvernement Modi qui disait non, ce plan-là n'a pas été discuté, puis ça n'est pas planifié. Je pense qu'à partir de décembre, il y aura une planification de réduction des importations russes, mais vraiment pas de l'élimination des produits russes. Et puis les Chinois, comme ils importaient des produits iraniens qui pour le coup sont vraiment sous de très lourdes sanctions, les produits russes ne sont pas, il n'y a pas l'extraterritorialité des sanctions, je dirais, américaines sur le pétrole russe, comme il est sur le pétrole iranien. Comme les Chinois continuent à importer du pétrole et du gaz, du pétrole et des produits raffinés iraniens, ils continuent à le faire pour les produits russes. Et donc, je dirais, s'il devait y avoir un changement comme ceci géoéconomique, eh bien, ce serait les États-Unis qui seront vraiment les grands gagnants au niveau industriel, au niveau énergétique. Les Russes qui ont un manque à gagner, mais qui arrivent à faire preuve d'une flexibilité avec un certain nombre de partenaires, et donc qui sont loin d'être une économie à genoux, même si elle a eu un impact non considérable au niveau des recettes de l'État. Et les grands perdants, c'est l'Union européenne qui n'a absolument pas vu effectivement l'impossibilité de remplacer dans une période aussi courte et dans un marché aussi tendu, les importations russes qui aujourd'hui payent le prix fort en termes de coût du chauffage, en termes d'industrie, en termes de croissance. Quant à l'impact des pays du Sud, effectivement, on a vu un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est, qui importent de plus en plus de produits russes, qui, eux, sont plus sujets, si vous voulez, aux sanctions américaines ou à la pression américaine. Je crois que là, on peut voir effectivement une forme de reconfiguration des importations. Je regardais que les importations russes en Afrique du Nord sont considérables. Égypte, Tunisie et Maroc. Je pense que le Maroc sera le premier effectivement en tout cas, si la pression de l'administration Trump est confirmée, à revoir un petit peu ces chaînes d'importation. Et il faudra voir effectivement si la Tunisie et l'Égypte suivent. L'Indonésie, effectivement, continue à importer des produits russes. On a l'impression qu'en fait, cette volonté américaine d'imposer une sanction ne prend plus comme elle pouvait le prendre pour d'autres pays. Et donc, il n'y a que l'Union européenne, finalement, qui a suivi par idéologie, par pression, par mimétisme. On ne saura pas vraiment, je pense. Merci Anas Abdoun pour cet éclairage. En définitif, derrière les tensions entre Washington et Moscou, c'est bien le contrôle de l'énergie mondiale qui se joue. Vous l'avez rappelé, le pétrole reste une arme géopolitique majeure et ses enjeux dépassent largement la seule économie. Merci à vous d'avoir suivi Espoir et Dignité TV. À très bientôt pour un nouveau décryptage avec notre expert Anas Abdoun. Merci beaucoup et à bientôt.